Salam alaikum. Alors, après avoir discuté dans les trois premiers chapitres de ce cours les deux niveaux de structure ou de complexité des matériaux, à savoir les éléments chimiques, on a vu le tableau périodique, et le deuxième niveau, c'était les liaisons atomiques où ces éléments chimiques viennent faire des liaisons entre eux pour former ce qu'on appelle les molécules. Alors aujourd'hui, on va traiter le troisième niveau de complexité des matériaux, c'est-à-dire lorsque ces molécules viennent se former ce qu'on appelle des ensembles ou des agrégats de la matière plus ou moins, c'est-à-dire de taille plus ou moins macroscopique, qu'on appelle les cristaux. Alors, avant de passer à ce concept de cristal, alors on va voir ce qu'on appelle les états de la matière. Alors, vous voyez ici, par exemple, un iceberg, c'est-à-dire c'est de l'eau à l'état solide. Vous voyez ici l'eau, c'est-à-dire à l'état liquide, et l'iceberg et l'eau sont entourés par du gaz. Voilà. Alors l'état gazeux de l'air, vous avez entourant l'iceberg, l'état liquide de l'eau de mer, et enfin l'état solide de l'eau qui compose l'iceberg lui-même. Alors déjà, vous avez ici trois états de la matière. Alors, on peut, c'est-à-dire dans les états de la matière, on peut trouver ce qu'on appelle l'état gazeux. Voilà. Alors, l'état gazeux se distingue des autres états solides et liquides par sa masse spécifique. Alors, les Anglais disent density. L'air qui nous entoure a une masse spécifique relativement faible, 1 kg par mètre cube. Alors, il n'y a pas de liaison entre les atomes ou des liaisons très faibles. Voilà, on va voir. Par exemple, dans un gaz parfait, il n'y a pas de liaison qui ne peuvent pas assurer une forme et un volume propre. Voilà. Alors, à l'état gazeux, les atomes sont éloignés les uns par rapport aux autres. Les atomes ne sont pas fixés sur des positions bien définies, mais peuvent se déplacer librement. Vous voyez ici sur cette figure des atomes qui baignent dans l'espace sans qu'il y ait de liaison entre les atomes. Voilà. Alors, bien sûr, il y a l'état liquide qui est caractérisé par un très grand nombre, un très grand désordre. Il n'y a pas toujours un ordre dans l'arrangement des atomes, car les atomes s'agitent rapidement les uns par rapport aux autres. Ils ont une grande mobilité à grande température. Alors, les atomes sont suffisamment proches pour assurer des liaisons. Contrairement au gaz idéal où il n'y a pas de liaison entre eux. Alors vous voyez ici qu'il y a des atomes qui baignent dans l'espace, mais quand même ils sont plus proches que ceux dans l'état gazeux. Et il y a même des liaisons entre les atomes, voilà, ou les molécules. Alors pour un liquide, le volume reste identique, propre, mais la forme peut changer en fonction du contenant. Voilà, c'est une propriété du liquide. Alors, les liaisons entre atomes, toujours dans l'état liquide, les liaisons entre atomes peuvent se créer, mais peuvent aussi facilement se défaire si on bouge le contenant. Voilà. Les liaisons vont pouvoir à chaque fois se reformer car elles sont instables. Alors, rappelez-vous le cas où on a traité la liaison, c'est-à-dire la courbe d'énergie potentielle. Et on a vu que en augmentant la température, on arrive à un stade où les liaisons peuvent se défaire, mais elles peuvent se reformer. Maintenant, si on augmente la température, eh bien, les atomes se détachent complètement les uns des autres. On est dans l'état gazeux. Alors, généralement, un liquide est moins dense que le solide, bien sûr, mais dans le cas de la glace, le liquide est plus dense que le solide. Et on a vu, par exemple, la source de cette propriété, c'était les ponts d'hydrogène. Rappelez-vous là, le chapitre sur les liaisons.
Alors, c'est une particularité de la glace qui la partage avec les semi-conducteurs tels que le silicium et le germanium. Voilà, c'est-à-dire les semi-conducteurs comme le silicium et le germanium, on a l'état liquide est plus dense que le solide. Voilà. Mais qu'est-ce qui distingue un liquide d'un solide? Alors c'est la viscosité apparente de l'un et de l'autre, car on sait qu'un liquide sous pression dans un fleuve coule plus vite qu'un glacier qui, lui, coule beaucoup plus lentement. Voilà, c'est la viscosité de l'un et l'autre. Alors on passe maintenant à l'état solide. Alors l'état solide est plus dense que le liquide car plus structuré. Voilà. Alors on arrivera plus tard à ce qu'on appelle la structure. Par exemple, l'eau a une densité masse spécifique de 1000 kg par mètre cube, alors que l'or a une densité de 20 000 kg par mètre cube. Dans l'état solide, les atomes sont suffisamment proches pour assurer des liaisons stables, permanentes, c'est-à-dire qui ne se défendent pas entre eux, à ce qu'on appelle un état cristallin. Voilà, c'est un concept nouveau qu'on va traiter avec plus de détails après, mais dans l'état solide, il y a une structure bien arrangée dans des atomes. Voilà, et avec des liaisons qui les tiennent. Alors les atomes sont plus ou moins fixés à arrangement, ce qu'on appelle un arrangement périodique, c'est-à-dire qui se répète dans l'espace, dans des positions bien définies avec des vibrations. Bien sûr, à température ambiante ou même à une température quelconque, les atomes ne sont pas fixes, ils doivent toujours vibrer, mais autour d'une position d'équilibre. Voilà. Ils sont beaucoup moins intenses avec une invariance de translation. Alors, une invariance de translation, c'est quoi? C'est que on va passer d'une position à une autre avec une distance, avec la même distance, et bien, on doit retrouver la même chose. C'est ça, là, l'invariance par translation. On retrouve le même environnement par déplacement dans le matériau. Voilà. On est en présence ce qu'on appelle un ordre. Alors l'état solide est caractérisé par ce qu'on appelle un ordre spatial. Voilà. Alors je vous donne ici c'est-à-dire les appellations des passages entre un état liquide, un état gazeux, un état solide. Alors par exemple, entre d'un solide vers un gaz, on l'appelle sublimation. D'un gaz vers un liquide, on l'appelle liquéfaction, solidification. Vous voyez les flèches, voilà, avec les appellations. La fusion, c'est un solide qui devient un liquide, on appelle fusion, voilà, et la vaporisation. Voilà. Alors, il existe un quatrième état, voilà, c'est ce qu'on appelle l'état amorphe. Alors, parfois, il est possible de figer l'état liquide, c'est-à-dire baisser de façon très rapide la température d'un matériau à l'état liquide, ce qui ne laisse pas le temps aux atomes de se réorganiser dans un cristal. Voilà, c'est ça là, l'état amorphe. Parce qu'un solide qui a un arrangement, c'est qu'on a pris un liquide, on l'a refroidi, mais de manière très lente, de façon à ce que les atomes ont le temps de se regrouper dans une structure bien arrangée. Mais dans le cas où la température, c'est-à-dire la variation de température est brute, eh bien, les atomes ne vont pas avoir le temps de se réarranger, eh bien, on aura ce qu'on appelle un état amorphe où il n'y a pas d'ordre dans le matériau. Alors, dans ce cas, les vibrations sont presque de même intensité que pour les cristaux, mais l'arrangement n'est pas la même. On parle dans ce cas d'un état amorphe. Le A de AB dans le amorphe et sans morphie, veut dire forme, sans forme. A de A, amorphe, c'est sans, il n'y a pas de forme. Et on va voir, c'est-à-dire l'effet de cette structure sur, par exemple, la conductivité thermique, puisque les vibrations dans
il n'y a pas de structure, alors l'intensité de vibration va être plus, c'est-à-dire moins intense que, que les vibrations dans un solide. Voilà. Alors, je vous laisse visionner c'est-à-dire les mêmes informations, mais je vous laisse visionner la vidéo. L'état liquide, Voilà. eh bien l'état liquide, comme vous le voyez ici, est caractérisé par un très grand désordre. Les atomes bougent les uns par rapport aux autres, ils sont très agités puisque la température en principe est assez élevée, et cet état est bien sûr typique de l'état dans lequel les molécules ou les atomes ont une grande mobilité les uns par rapport aux autres, c'est donc le liquide. Si maintenant nous regardons l'état gazeux, alors évidemment vous avez une fausse impression de la vitesse parce qu'effectivement là le champ de vue est beaucoup plus grand. Vous voyez que les atomes ici sont éloignés beaucoup plus les uns des autres puisqu'il y a un facteur environ 1000 dans la masse spécifique, ça veut dire qu'il y a environ un facteur 10 dans leur distance, et nous avons vraiment séparé ces atomes les uns des autres. L'opération de passer de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle souvent une transformation enthalpique. Il faut vraiment fournir de l'énergie pour séparer les atomes les uns des autres de leur interaction. Voyons maintenant au niveau solide, qu'est-ce qui va, comment se présente ce même composé. Eh bien, dans l'état cristallin, vous voyez ces rangées d'atomes. D'abord, la vibration est beaucoup plus faible, mais vous voyez surtout ces rangées d'atomes où on a des rangées grises, vertes, etc., et qui correspondent à un arrangement périodique d'atomes. On parle aussi d'invariance de translation, on précisera tout à l'heure ce que c'est que finalement que vous soyez sur une rangée ou sur l'autre, vous ne voyez pas tellement la différence, vous pouvez vous balader dans ce cristal, mais l'état cristallin est caractérisé par un ordre, et cet ordre se répète dans l'espace, d'où ce terme de invariance de translation. Si maintenant vous prenez le même matériau qui était dans l'état liquide et que vous le ramenez rapidement à température ambiante, vous figez l'état de la matière lorsqu'il était liquide, mais avec beaucoup moins de vibrations à l'état solide. Vous n'avez pas laissé le temps aux atomes de se réorganiser dans un cristal, et on est alors dans un état dit amorphe. On va parler ici, en l'occurrence, de verre métallique, puisque on verra que le verre est vraiment une structure amorphe, d'un verre métallique qui est bien sûr très opposé à ce qu'on a vu tout à l'heure pour le cristal. L'état d'agitation est à peu près le même des atomes, mais leur arrangement est fondamentalement différent. Voilà. Alors, après avoir vu ces 4 états de la matière, alors on passe à ce qu'on appelle la notion d'ordre. Voilà. Alors, l'état de matière dépend de la capacité à créer ou à maintenir la liaison entre ces composants. Voilà, atomes ou molécules. Vous voyez que, par exemple, pour les gaz, il n'y a pas, ou presque, il n'y a pas de liaison entre les atomes. Voilà, c'est pour ça qu'on a un gaz. Alors que pour les liquides, on peut avoir des liaisons qui se forment et qui se défont parce que il y a une agitation thermique dans c'est-à-dire le liquide. Maintenant, pour l'état solide, eh ben, les liaisons sont toujours existantes, c'est-à-dire persistent, même si à température, par exemple, à des températures plus ou moins élevées. Voilà, c'est la capacité du matériau à garder ces liaisons qui donnent l'état de ce matériau. Alors, on peut approcher ce qu'on appelle la notion d'ordre. Voilà, c'est quelque chose de très important pour les matériaux, en considérant la distance d'ordre R0, c'est-à-dire la distance entre deux atomes typiques à différentes températures. Voilà. Alors, on a tracé sur le tableau, sur l'horizontale, alors les valeurs entre atomes R0. Alors on a le R0 ici, R0 égale à 0, il n'y a pas de
de liaison. Voilà. Il n'y a pas d'ordre, plutôt. Il n'y a pas d'ordre. Alors, c'est la rangée ici, c'est entre 3 et 10 R0. C'est-à-dire on va avoir de l'ordre sur une région qui s'étend sur, par exemple, de 3 à 10 R0. Voilà. On peut trouver de l'ordre sur cette c'est-à-dire distance ou, par exemple, un volume. Voilà. On va prendre un matériau. Maintenant, dans cette rangée, dans cette colonne, on a un ordre qui s'étale sur, par exemple, une distance, bien sûr, à 3 dimensions, 100 R0. C'est-à-dire, si on se déplace sur 100 R0, on va trouver que rien n'a changé. Voilà, c'est ça le... Maintenant, à l'infini, c'est-à-dire c'est comme si on se balade par exemple, dans un cristal et quelle que soit la distance parcourue, on aura toujours le même environnement. C'est ce qu'on appelle ordre parfait. Maintenant, 100 R0 correspond à un ordre à grande distance, mais il n'est pas toujours parfait. De 3 à 10 R0, si on se balade sur cette distance et on voit que l'environnement n'a pas changé, c'est-à-dire il y a une invariance de translation, on dit qu'on a un ordre à courte distance, alors que pour 0, il y a des ordres parfaits, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Alors sur l'échelle verticale, on a la température. Alors la température qui augmente, voilà. Alors en augmentant la température, bien sûr, on est dans un solide. En augmentant la température, on va passer à un état liquide. Puis, si on augmente davantage la température, eh bien, on passe à un état gazeux. Voilà. Alors, la température, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une sollicitation dans le matériau qui va être capable de désolidariser, c'est-à-dire de rompre les liaisons, de solidariser les atomes les uns des autres pour passer d'un état à un autre. Elle casse les liaisons qui peuvent toutefois se reformer. Voilà, c'est l'état liquide. Alors, on passe de l'état solide vers les liquides. Alors, dans l'état liquide, il y a des liaisons qui sont rompues, mais qui peuvent se reformer. Voilà, ce qui donne l'aspect d'un état liquide. Alors, maintenant, si on augmente la température, eh bien, ça donne, c'est-à-dire les atomes se désolidarisent les uns des autres de manière complète, et on aura, voilà, un état gazeux. Alors, la température à T égale à 0 Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, aucune agitation n'a lieu. Voilà. Rappelez-vous la courbe de l'énergie potentielle, le minimum, où c'était l'équilibre stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agitation thermique. Le système n'a pas... Alors on dit qu'il n'a pas d'énergie, mais par exemple la mécanique quantique dit que même à T égale à 0 Kelvin, il y a une énergie. Voilà, c'est quelque chose de... La mécanique quantique n'est pas intéressée par ça. Mais, alors, voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Alors donc, en augmentant la température, bien sûr, les atomes vont se procurer de l'énergie qui va les faire passer à des positions proches de R0 à droite et à gauche sur l'allure de l'énergie potentielle U, ce qu'on a vu. Alors pour un gaz à haute température avec un ordre inexistant, on est dans un gaz parfait. Voilà. Voilà pour le gaz, mais il n'y a pas d'ordre. C'est ce qu'on appelle le gaz parfait. Il y a des ordres parfaits. Maintenant, en diminuant la température, on provoque de l'ordre avec des liaisons qui se formeront avec un nombre élevé de distances d'équilibre qui ont lieu entre les atomes. Alors, si on continue à faire descendre la température, on tombe sur un solide amorphe. Un solide amorphe, voilà. Dans la case 3 à R0. Alors, on tombe sur on a gelé un liquide, un cristal réel dans la case 100 R, son cristal réel, et un cristal parfait dans la case infinie. Voilà. C'est-à-dire, dans le solide,
Bien sûr, il n'y a pas, si on a de 3 à 10 R0, c'est que on a un amorphe, voilà. Mais dans la case infinie, c'est-à-dire on a un cristal. Alors ici, on a un amorphe, voilà. Alors ici, c'est un concept mathématique que le cristal, on dit que le cristal a un ordre parfait. C'est une astuce mathématique pour pouvoir utiliser quelques outils mathématiques. Voilà. Alors l'amorphe a un ordre sur, par exemple, 100 R0. Mais au-delà de 100 R0, si vous passez au-delà de 100 R0, eh bien l'environnement va c'est-à-dire apparaître différent. Voilà. Alors, maintenant, pour le 3R0, vous pouvez avoir le gaz parfait, c'est-à-dire vous avez un ordre qui est inexistant, on aura un gaz parfait, mais parfois, si vous avez un ordre de 3 à 10 R0, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle un gaz réel. Alors, un gaz réel, c'est quoi? C'est un gaz où il y a parfois des liaisons qui se forment entre, voilà, il y a des collisions, voilà, des liaisons qui se forment entre les atomes. Voilà. Maintenant, pour le liquide, eh bien, pour le liquide, vous avez un ordre de 3 à 10 R0. Voilà. Vous pouvez même avoir, par exemple, le liquide où il y a un ordre de 100 R0. Voilà. Mais c'est très rare. C'est lorsque on est proche de la transformation de phase entre solide et liquide. Mais dans le cas général, l'ordre dans les liquides est de l'ordre de 10 R. C'est-à-dire on peut avoir 10 atomes, voilà, 10 atomes sur une ligne, par exemple, sur un cube des côtés, et on aura un liquide. Mais pour le solide, on aura un amorphe, voilà, qui passe par exemple, de 3 à 100 R0. Le solide cristallin, voilà, qui passe c'est-à-dire un cristal, un ordre parfait, voilà, c'est un cristal parfait. Mais on peut avoir, par exemple, des cristaux sur une distance de 100 R0. Là, on a un amorphe. Voilà. C'est ce qu'on peut tirer comme information de ce tableau-là. Voilà, je vous laisse le soin de faire une pause et lire ce qui est sur le slide. Voilà. Alors vous avez, je vous donne ici un exemple. Alors un exemple, la silice SiO2 peut prendre deux formes. Un état cristallin, voilà, un état cristallin, ce qu'on appelle le quartz. Alors vous avez, il y a un arrangement bien structuré. Voilà, une forme hexagonale avec les atomes de silicium, les atomes d'oxygène, voilà, sur les sommets, avec un état hexagonal et un état amorphe, voilà, ce qu'on appelle le verre de silice. Alors c'est l'état amorphe ou vitreux, état désordonné de la matière sous forme de liquide gelé. Voilà, c'est ça l'amorphe, c'est qu'on a pris un liquide et on a diminuer la température de manière brute, ce qui n'a pas permis aux atomes de prendre leur position dans un arrangement bien structuré. Voilà, c'est le verre de silice. Il y a toujours les mêmes éléments chimiques, le SiO2, mais le fait que dans cette structure il n'y a pas d'ordre, ça a donné un verre de silice, avec bien sûr des propriétés physico-chimiques qui sont bien différente de celle d'un cristal de quartz qui lui a la même formule chimique SiO2. Voilà, c'est-à-dire pour vous dire que la structure, l'arrangement des atomes des mêmes types d'atomes, deux arrangements différents donnent deux propriétés physico-chimiques différentes. Voilà.
Alors, on peut donner quelques matériaux à base de silice. Il y a ce qu'on appelle le granit, voilà, l'obsidienne par exemple, la pierre ponce, voilà, c'est-à-dire une pierre qu'on utilise dans les baignoires pour frotter la peau morte, voilà. Alors on a un bloc de granit un peu grisâtre, composé de molécules de silice, oxyde de silicium qui sont bien alignées à l'intérieur. On a par exemple l'obsidienne, voilà, celle-là, l'obsidienne, qui est une roche volcanique vitreuse et riche en silice de couleur grise, vert foncé, rouge, issue d'une lave acide. La mobilité des molécules de silice SiO2 était plus difficile pendant le refroidissement, qu'elle n'avait pas le temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'aspect vitreux, l'aspect amorphe. Il y a là ce qu'on appelle la pierre ponce, il y a ce qu'on appelle une composition toujours en silice, mais qui contient ce qu'on appelle des bulles de gaz. C'est pour ça qu'il peut flotter. Voilà, il a une masse volumique, c'est-à-dire de valeur, c'est-à-dire moyenne. Voilà, qui permet de flotter sur l'eau de l'eau. Il y a ce qu'on appelle le verre amorphe, le verre cristallin, le quartz synthétique, un silicium monocristallin. Alors voilà, je vais vous laisser faire une pause sur la slide pour avoir les informations ici. Voilà. Alors, je vais vous donner montrer une vidéo. Voilà, sur voir ces matériaux. Voilà. Donc ici on a un exemple géologique pour illustrer ces différents états de la matière. Donc ce bloc ici, c'est un bloc de granit qui, comme son nom l'indique, est fait de plein de petits grains où en fait les atomes, ou plutôt les molécules de silice sont bien alignés à l'intérieur. Donc la silice, c'est l'oxyde de silicium. D'accord. Alors que si on prend quasiment la même composition, c'est de l'obsidienne, qui est aussi de la silice, de l'oxyde de silicium, mais où la composition est telle que la mobilité des molécules a été beaucoup plus difficile pendant le refroidissement. Ils n'ont pas pu s'organiser en des grains cristallins, et ça fait donc cet aspect plutôt vitreux. Et à noter aussi que c'est aussi le cas des fois de certaines laves qui sont solidifiées très rapidement quand ça arrive à la surface, par exemple depuis les volcans sous-marins, et où on a une petite couche de verre qui est formée en surface, là où c'est refroidi le plus rapidement. C'est donc pas par la composition cette fois, mais par une solidification rapide. Ouais, d'accord. Et un autre exemple qui montre bien, donc à partir d'une composition suivant le traitement thermique des matériaux, on peut avoir des formes assez différentes. Vous avez ici une pierre ponce que tout le monde utilise dans sa baignoire pour faire un petit peu d'abrasion de la peau, des peaux mortes. Eh bien, c'est aussi de la silice, presque la même composition, mais qui a été solidifiée extrêmement rapidement. Puis elle contenait du gaz auparavant, ce qui fait qu'on a plein de petites bulles, à tel point que la densité de ces pierres ponces est en général presque même plus faible que celle de l'eau, et donc peut flotter à la surface de l'eau. Donc voilà ces trois exemples qui montrent bien que pour un même matériau essentiellement, donc de la silice, en fonction des vitesses de refroidissement, de solidification ou des éléments d'adjonction qu'il y a à l'intérieur, on peut former différentes structures, avoir quelque chose de cristallin ou d'amorphe, amorphe poreux. Ouais. C'est là que la géologie rejoint la science des matériaux. Absolument. Mais là, par exemple, voilà, c'est aussi de la silice, hein, c'est du verre. Alors on dit souvent un verre amorphe, c'est presque un pléonasme, alors qu'ici on dit, voilà, ça c'est un verre cristallin. Donc est-ce que c'est vraiment un cristal ? Alors non, c'est plutôt un oxymore là en fait, parce que ce verre, bien qu'on appelle ça du cristal, en fait c'est quand même une structure de verre, donc la même chose que celui-ci, sauf qu'on a ajouté un peu d'oxyde de plomb à l'intérieur, et du coup ça lui donne une clarté, un éclat qui est vraiment proche du vrai cristal de silice, qui est le quartz. Alors là ici on a un quartz synthétique qui est fait par croissance hydrothermale. On voit ces petites surfaces ici qui viennent de la croissance. Là, c'est bien sûr déjà taillé.
Et avec un tel cristal de silice, on peut faire des petits diapasons qui sont découpés d'abord, puis attaqués chimiquement par de l'acide fluorhydrique, et qui va ensuite jouer le rôle de diapason à environ 32 000 Hz pour réguler la fréquence des horloges que nous avons dans les téléphones, dans les montres, dans les ordinateurs, à peu près partout. Et d'ailleurs, une des sociétés leaders de ce domaine, de ces diapasons à quartz, est située à Granges, la société Microcristal, qui fait plus de 400 millions de ces petits diapasons par année pour les différents appareils que nous utilisons. Donc ça, c'est un quartz artificiel. Oui, on a ici le quartz naturel. Plus beau parce qu'il a des fois des reflets un peu violets qui viennent d'impuretés qui sont dedans, et du coup, quand c'est violet, on parle d'améthyste, en principe. On voit bien aussi les cristaux. Ouais. Donc ça, c'est de l'oxyde de silicium. Oui. Maintenant on a encore ici, alors c'est lourd, un monocristal, cette fois pas d'oxyde de silicium, mais de silicium pur, ultra pur. C'est en fait ce qui est utilisé dans la fabrication des circuits intégrés. Ça a aussi été fait artificiellement, ça, par un procédé qu'on appelle le procédé de Czochralski. Qui est dur à dire. Qui est dur à dire. Où en fait on a un bain liquide de silicium et on approche un petit germe de silicium à la surface. Et ensuite, on va retirer lentement avec un mouvement de rotation pour que les atomes puissent venir s'attacher en suivant la structure cristalline du germe. Et d'ailleurs, on voit bien sur ce cristal qui a une forme cylindrique, on voit les petites stries, ça vient de la tension de surface lorsqu'on tire entre le bain liquide et le cristal qui sort de son liquide. Mais on constate aussi qu'il n'est pas parfaitement cylindrique, il y a des petites lignes que l'on voit ici, qui dénotent, qui sont exactement à 90 degrés, et qui dénotent, ainsi que ces plans, qui dénotent ce qu'on appelle des plans cristallins, qui montrent clairement qu'on a affaire non pas à une structure vitreuse, mais à une structure tout à fait cristalline, où les arrangements des atomes, que cela soit depuis ici jusque-là, sont exactement les mêmes. Et pour définir ce que c'est qu'un... Voilà. Alors, on a donné la vidéo donne quelques exemples de structures cristallines ou amorphes. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle, alors on va s'attaquer plutôt à ce qu'on appelle les cristaux, et on va voir les types de structures qu'on peut retrouver dans la nature, bien sûr dans la nature même synthétique qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Alors, c'est quoi un solide cristallin? C'est notre intérêt général dans ce cours, c'est le solide cristallin. Bien sûr, on doit pouvoir aussi traiter ce qu'on appelle les amorphes. Vous venez de le voir, mais l'intérêt principal, c'est le solide cristallin. Alors, c'est quoi un solide cristallin? C'est une structure ordonnée sur des distances très grandes. C'est ce qu'on vient de le dire. Voilà. Alors, parfois, les physiciens, lorsqu'ils traitent de solide cristallin, alors ils vont le considérer comme ayant un ordre parfait. Voilà, c'est une astuce mathématique pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle des outils mathématiques, par exemple le transformé de Fourier. Mais en général, un solide, un composé macroscopique qu'on voit n'est pas, c'est-à-dire n'est pas d'ordre infini. Voilà, il a un ordre, mais sur des distances finies. Bon, bref. Alors, c'est une structure ordonnée sur des distances très grandes d'atomes arrangés dans des cellules élémentaires. On va voir tout cela après. Qui se répète à l'infini, c'est-à-dire un ensemble. Par exemple, imaginez un cube avec des atomes sur ses sommets, sur ses faces, qui se répètent à l'infini dans les trois directions pour donner un solide cristallin. Il n'y a pas de vide entre ces cubes. Voilà. Ainsi, un cristal a trois dimensions. Cette structure va donner au solide une nature anisotropique,
Alors vous voyez par exemple ici, ce qu'on appelle un monocristal, on va voir c'est quoi un monocristal, mais vous voyez un arrangement parfait des atomes, les atomes qui se posent sur les intersections ici des lignes, voilà, il y a une structure et un arrangement, voilà, par exemple ici, il y a un arrangement parfait des atomes, voilà. Alors, au solide, une nature anisotropique, c'est-à-dire que ses propriétés physiques sont directionnelles. Pourquoi? Parce que il y a une structure ordonnée, voilà. Et par exemple, si vous allez dans cette direction, voilà, et bien les propriétés, par exemple mécaniques, ne vont pas être les mêmes si vous allez dans cette direction, voilà. C'est-à-dire, par exemple, un exemple simple, si vous voulez casser de la craie, et bien si vous la cassez sur sa largeur, et bien ça va se casser. Mais si vous essayez de la casser, la trancher en deux, voilà, sur son axe du bâton, l'axe du bâton, et bien vous ne pouvez pas la casser. Et bien c'est ça de l'anisotropie. Les propriétés mécaniques dans une direction, hein, sur le diamètre du bâton, et n'est pas la même que sur l'axe du bâton. Voilà, c'est à peu près cette structure ou ce concept d'anisotropie. Alors les solides cristallins ont des points de fusion très pointus, voilà. Et par exemple, le cuivre, le diamant et l'aluminium sont des exemples des solides cristallins. C'est-à-dire, si on arrive à une valeur de température bien précise, eh bien, le solide va devenir par exemple, un liquide. C'est-à-dire, on définit bien les températures de fusion. Le cuivre, le diamant et l'aluminium sont des exemples des solides cristallins. Voilà, par exemple, le cuivre, le diamant, l'aluminium sont des métaux. Le diamant, c'est un céramique. Voilà. Mais ils ont une structure cristalline. D'autre part, la matière est rarement composée d'une seule phase. On dit qu'elle est polyphasée. Voilà. Alors, polyphasée, c'est quoi? On a un composé ici, c'est-à-dire les cristaux, j'anticipe un petit peu, les matériaux solides dans la nature sont rarement ce qu'on appelle des monocristaux, c'est-à-dire c'est un cristal qui a une seule structure, alors que dans la nature, là, les composés ou les matériaux sont généralement ce qu'on appelle des polycristaux, c'est-à-dire il y a des cristaux mais qui sont disposés de manière différente, et ce qu'on appelle les grains. Voilà, par exemple de longueur de l'ordre de micron. Voilà, dans la nature, il y a ce qu'on appelle les polycristaux et les monocristaux. Alors comme vous venez de le voir sur le cylindre de silicium, c'est un monocristal, c'est pur. Et ça a des propriétés, ça affecte les propriétés physico-chimiques sur du composé. Par exemple, ici, on aura moins de conductivité électrique que sur le monocristal. Voilà, vous avez le monocristal ici. Il y a un seul bloc, alors que pour le polycristal, il y a plusieurs blocs, et on a ce qu'on appelle les grains et les bordures de ces grains, ce qu'on appelle les joints de grains. Voilà. Alors, comme je viens de le dire, c'est d'autre part, la matière est rarement composée d'une seule phase. On dit qu'elle est polyphasée, c'est-à-dire qu'elle peut contenir plusieurs structures de matériaux différents. C'est ainsi que vous pouvez avoir un grain d'aluminium avec quelques impuretés à l'intérieur duquel on trouve un petit précipité de Mg2Si. Voilà, par exemple, ce qu'on appelle des précipités. Ou bien, comme vous venez de voir, un exemple bien très clair, c'est la pierre ponce. Alors on a de la matière solide, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les bulles de gaz. Et bien, c'est ces deux états qui cohabitent dans le même cristal, dans le même matériau. Il y a plusieurs phases. On a la phase solide et la phase gazeuse. Voilà.
qu'on appelle on appelle les précipités dans les composés. Voilà. Alors, la matière solide cristallin peut se présenter sous deux formes, c'est ce que je viens de dire. Alors, il y a une structure monocristalline, voilà, la structure monocristalline. Il y a un bloc avec un même arrangement, voilà, un monocristal. Et c'est une structure ordonnée sur des distances très grandes d'atomes arrangés dans des cellules élémentaires qui se répètent à l'infini, formant ainsi un cristal à 3 dimensions. Alors, c'est pas là. Alors, une structure monocristalline a un arrangement périodique des atomes répétés dans l'espace. La structure est la même partout avec le même réseau cristallin. Voilà. Alors, ce type de matériau est obtenu à l'aide d'un refroidissement uniforme du même matériau liquide. C'est le cas du cylindre de silicium que vous venez de voir. Ils sont appliqués dans l'électronique pour, par exemple, fabriquer des plaques en silicium, pour des circuits intégrer encore les cellules photovoltaïques, afin d'éviter les bruits pendant leur fonctionnement, mais aussi pour améliorer le rendement de ces dispositifs électroniques. Voilà. C'est par exemple pour fabriquer les cellules photovoltaïques monocristallins. Elle est plus performant que les panneaux fabriqués à base de polycristalline. Voilà. C'est-à-dire sur le plan de, par exemple, de la conductivité électrique, il est plus performant parce que il y a moins d'impuretés. Voilà. C'est que l'électron va se déplacer à l'aise, si on peut dire ça, dans un monocristal que dans un polycristal. Voilà. Et le cristal, celui-là, il est plus ductile. Si c'est un métal, il est plus ductile parce que les électrons peuvent, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, les électrons peuvent se déplacer avec les atomes une fois une sollicitation est appliquée sur le matériau. Alors que ici, à cause de ces joints de grains, voilà, et ben, le matériau sera moins ductile, voilà, il devient plus fragile que le monocristal, à cause de ces joints de grains, puisque les électrons ne peuvent pas se déplacer, voilà, ne peuvent pas suivre le mouvement des atomes. Voilà. Et par exemple, bien sûr, le solide monocristallin est plus coûteux car il nécessite une technologie plus sophistiquée pour le fabriquer. Alors, ils sont utilisés aussi dans l'industrie aérienne pour faire face au danger de la fatigue. Voilà, c'est ce que parce que la fatigue, voilà, on va voir qu'elle se casse à cause de la fragilité du matériau. Alors que, par exemple, pour un monocristal, ce type de défaut n'existe ou presque pas. Voilà. Surtout dans les lames du moteur de l'avion soumises à de hautes températures, mais aussi à des contraintes très très fortes. Voilà. Vous voyez que le monocristal, sur le plan de la conductivité électrique, il est plus performant. Sur le plan des propriétés, même d'autres propriétés mécaniques ou magnétique, même optique, il est plus performant. Voilà. Maintenant, la structure polycristalline, voilà celle-là. Vous voyez que elle est polycristal, c'est-à-dire elle contient plusieurs cristaux qui sont orientés de façon différente, voilà, avec ce qu'on appelle les grains, et les bordures ou les limites sont ce qu'on appelle les joints de grains. Voilà. Contient un très grand nombre de petits grains monocristaux ayant chacun une orientation différente et séparés les uns des autres par des joints, voilà, de grains avec des atomes qui sont sur les joints de grains, comme c'est le cas du granit. Voilà. Ces grains ont généralement des tailles entre 100 nanomètres et 100 micromètres. C'est quelque chose de macroscopique, de diamètre. Les polycristallins contenant des grains de l'ordre de nanomètres, inférieurs à 10 nanos, sont appelés nanocristaux. Voilà. La plupart des matériaux de l'ingénieur ont structure polycristalline, d'où l'importance de ce type de structure. Voilà.
Alors, les propriétés physiques dépendent peu de la direction considérée du matériau isotrope, car, alors, suivez-moi, car les propriétés physiques de plusieurs grains disposés aléatoirement s'auto-moyennent sur toutes les directions pour donner une seule valeur dans toutes les directions. Voilà, on dit que les matériaux polycristallins est un matériau isotrope, alors que le monocristal est un matériau anisotropique, c'est-à-dire dans cette direction, on n'a pas la même propriété que si on passe de là à là, dans cette direction. Alors que dans un polycristal, eh bien, si vous allez dans cette direction, vous passez sur cette structure, mais sur cette structure, vous changez de direction par rapport à ce grain. Maintenant, si vous passez encore dans cette direction, eh bien, vous serez amené à changer de direction par rapport à ce grain. Eh bien, les propriétés physico-chimiques d'un polycristal s'auto-moyennent. C'est-à-dire, si on a dans cette direction, on peut avoir la même chose, on a plus de chances d'avoir la même chose si on passe dans cette direction que dans cette direction. Eh bien, les propriétés physiques d'un polycristal s'auto-moyennent et on parle d'un polycristal isotrope. Voilà, isotrope. Il est possible que ces grains soient texturés de manière structurée pour donner un solide isotrope, par exemple. On peut voir par exemple dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, il y a ce qu'on appelle la texturation pour rendre le matériau plus performant. Voilà. Alors, il existe 4 types de défauts dans un cristal. À l'intérieur d'un grain monocristallin, on peut trouver un atome d'un élément chimique différent de ceux qui l'entourent. Voilà, je vais vous montrer ça pour ne pas aller revenir trop. Voilà. Vous avez les 4 types de défauts, parce que dans la nature, on ne peut pas trouver juste des matériaux purs. D'ailleurs, les matériaux purs sont rares. Voilà. Ils sont même très rares. Alors, il existe 3 types de défauts dans un cristal. À l'intérieur d'un grain monocristallin, on peut trouver un atome d'un élément chimique différent de ceux qui l'entourent et qui occupent la position d'un atome tout en distordant son voisinage. On parle de solution solide. Voilà. Vous avez ici, par exemple, c'est ça l'impureté substitutionnelle. C'est au lieu d'avoir un atome de type rouge comme cela, on a un atome d'un autre type qui s'insère à la place de cet atome. Et on parle de défaut substitutionnel. Et c'est ce qu'on appelle une solution. On aura une solution. Voilà, exactement comme on parle de solution liquide, une petite quantité de sucre dans l'eau va se dissoudre en donnant une solution liquide de sirop. C'est une impureté substitutionnelle. Alors, comme on parle de solution liquide, eh bien, on parle aussi de solution solide. Voilà, c'est par exemple les alliages ou le dopage. Par exemple, dans le silicium, il y a des atomes qui sont c'est-à-dire remplacés par d'autres atomes comme le phosphore ou le bore. Voilà. Alors, si l'atome est petit comme l'hydrogène, le carbone C ou l'oxygène, il peut glisser entre les atomes de la structure. Alors, on parle d'impureté interstitielle. Voilà. Par exemple, si l'atome est, c'est-à-dire de rayon faible, eh bien, il peut s'insérer dans c'est-à-dire le vide qui est laissé par les atomes de la structure. Voilà. Il peut s'insérer. Alors on parle d'impureté interstitielle. Alors il y a un autre type de lacune, c'est ce qu'on appelle de défaut, ce qu'on appelle une lacune. C'est-à-dire c'est un endroit sur le réseau où un atome manque, en anglais vacancy, à cause par exemple d'élévation de température. Voilà. Alors on peut avoir par exemple le cas où il n'y a pas d'atome. Un atome manque. Voilà.
c'est ce qu'on appelle les lacunes à cause de, par exemple, de sollicitation mécanique ou température ou autre. Voilà. Il y a ce qu'on appelle une dislocation, c'est lorsqu'un rangé d'atomes n'a pas de correspondant dans une autre région. Un matériau peut contenir les 4 types de défauts. Voilà, une dislocation. Et bien, vous avez par exemple ici, sur cette rangée-là, vous avez cette rangée à son correspondant, cette rangée à son correspondant. Et bien, cette rangée-là n'a pas son correspondant sur la deuxième partie. Il y a ce qu'on appelle une dislocation. Bien sûr, les atomes se rapprochent, par exemple, et on dit qu'on a ce qu'on appelle une dislocation. Voilà pour cette partie de chapitre. Merci.